Nous sommes le dimanche 12 octobre 2014 et comme d'habitude, je fais un peu le bilan des cafés philo du dimanche auxquels j'ai assisté. J'ai participé à 2 cafés philo ce dimanche, l'un à la porte de Bagnolet et l'autre à la Bastille. Et voilà un certain nombre de réflexions dont je voudrais vous faire part. Alors, c'est un débat sur le féminin et le masculin qui m'intéresse. C'est-à-dire, je dois démonter un peu l'argumentation des féministes. Ils nous expliquent que les rôles qui ont été impartis aux hommes et aux femmes sont complètement aléatoires et illusoires. Et donc, qu'on peut très bien en faire abstraction, et on peut très bien, pour progresser, justement, aller vers autre chose, construire autre chose. Je me porte en faux à ce titre-là, d'abord parce qu'en astrologie, pour moi, l'astrologie est la preuve même que c'est faux. Les hommes ont certainement établi une alliance extrêmement ancienne, ou simplement une signalisation extrêmement ancienne avec le cosmos, une signalisation tout à fait discutable scientifiquement, mais néanmoins juste, valable, parce que tout simplement, on s'y est tenu. Et quand on perdure, même dans l'erreur, pendant des millénaires, ça devient un fait. L'illusion, le jeu, ce qui peut n'être qu'un jeu au début, devient un fait. Et un fait incontournable, un fait social, certes, mais à l'échelle de notre humanité, un fait social, c'est quelque chose de fondamental. Peut-être pas à l'échelle de l'univers, mais enfin bon. Parce qu'effectivement, ça passe par nous, ça passe par notre représentation, ça passe par notre psychisme, donc ça ne correspond pas à une réalité en soi, au niveau du cosmos. C'est-à-dire que nous avons instrumentalisé un certain nombre de faits, nous leur avons donné des significations. Ces significations sont extrêmement contestables, mais elles existent, elles ont le mérite d'exister, et elles sont complètement partie prenante dans ce qu'on pourrait appeler une seconde nature de l'être humain. En ce sens-là, je dis que les féministes sont anti-humanistes, c'est-à-dire qu'ils veulent dénigrer la capacité de l'être humain à être créatif et à s'auto-programmer. Donc là, une façon de dire oui, ben, ça a été inventé par les hommes, donc ça ne tient pas debout, donc ça ne tient pas, donc ça peut disparaître du jour au lendemain. Ça, c'est une véritable illusion et c'est inacceptable. Et de la même façon, en astrologie, les liens que les hommes ont pu tisser et orchestrer entre eux et les astres, et certaines configurations astrales, quand bien même serait-il fondé sur des méconnaissances, sur une ignorance, sur des malentendus, il y a des choses qui se sont mises en place et qui sont loin, très très loin, d'être remises en question sous prétexte qu'on va s'apercevoir que les données scientifiques qu'on avait utilisées pour ce faire sont contestables. Dire cela, ça veut dire qu'on n'a rien compris à la genèse de l'humanité, qu'on n'a rien compris à l'anthropologie. Et donc, c'est pas sérieux. Alors, je voudrais aborder d'autres aspects, tout aussi complexes, peut-être plus complexes encore, autour de la question un petit peu, qui peut paraître absolument délirante aujourd'hui, les femmes ont-elles une âme? Les femmes ont-elles une âme? Quelle question en 2014 que de poser ce genre d'idée? Eh bien, moi, je la pose. Je la pose parce que je pense que les hommes apportent une âme aux femmes. Que les hommes animent les femmes et que sans les hommes, les femmes ne seraient en quelque sorte sans âme. Et que l'idée du couple, c'est pour la femme de s'approprier en quelque sorte l'âme de l'homme, enfin, bon, je vais dire ça comme ça. En tout cas, de s'imprégner, si on préfère, de cette âme, plutôt que s'approprier.
Et elle s'approprie aussi les effets que ça représente. Et je prends l'exemple musical, entre autres, Michel. Euh, la femme qui joue une symphonie, une sonate de tel et tel grand compositeur du 19e ou du 18e siècle, eh bien, ça lui donne une âme. Elle s'approprie quelque chose de l'ordre de l'âme, de l'esprit. Et d'elle-même, elle ne peut pas produire cette sonate. Elle n'a pas la dynamique intérieure qui lui permet de faire cela. Elle n'a pas cultivé en elle-même les ressorts, les processus qui pourraient l'amener à composer et à improviser. Comme ça. Donc, elle est beaucoup plus douée pour organiser le monde extérieur que le monde intérieur. J'en ai déjà parlé 100 fois. Donc, quelque part, quand on pense évidemment à la naissance de Jésus, on a une sorte de symbolique intéressante. La mère de Jésus est fécondée par un esprit, en quelque sorte. Et on peut dire que quelque part, c'est un peu ce qui se passe. L'homme est esprit, quelque part. C'est une autre lecture de la naissance de Jésus. L'histoire du golem est intéressante dans la tradition juive. On fabrique une sorte de robot, mais il faut l'animer, ce robot. Objets inanimés, vous connaissez l'histoire de Baudelaire. Avez-vous une âme, etc. Donc il faut l'animer. Et il y a un signal, il y a une sorte de sésame, émettre, je crois, tout ça. Il faut inscrire ce signal et à ce moment-là, ça s'anime. C'est-à-dire qu'il y a une véritable âme. De la façon que les machines ont-elles une âme? C'est aussi une question qui peut se poser. La femme serait un contenu, un contenant, et elle aurait besoin du contenu de l'homme. C'est déjà le cas pour la fécondation, mais c'est le cas de manière générale. La femme a besoin de se remplir psychiquement, physiquement, de l'homme, de l'énergie masculine, de l'âme, de l'animus, si on voudrait jouer sur le jeu, soit avec Jung. Donc il y a une complémentarité entre les hommes et les femmes, dans le sens où les femmes permettent l'incarnation. Et surtout, elles permettent la diffusion. Parce que le rapport de la femme à l'homme, c'est un rapport polygamique, en fait, fondamentalement. C'est-à-dire de l'un au pluriel. Même si, et je ne parle pas simplement sur le plan sexuel, de manière générale, nous vivons dans un monde polygamique. Tout est polygamique. Il y a un créateur qui va féconder des milliers d'éléments, des milliers de récepteurs, que ce soit dans le domaine artistique, scientifique, à tous les niveaux. Il y a cette idée d'un élan, d'une source, d'une énergie qui va se propager, qui va se diffuser. C'est-à-dire qui va se cloner en quelque sorte. C'est-à-dire, il y a une source et puis après ça va se démultiplier sous des formes presque semblables. Qu'on le veuille ou non, 100 personnes qui jouent la même sonate, c'est quand même quelque part semblable. Hein. Même si elles le jouent différemment, bon, les fourmis aussi ont l'impression de vivre des choses tout à fait extraordinaires et exceptionnelles. Tout est, bon, à une toute petite échelle, évidemment, c'est important. Il faut resituer les choses ethnologiquement et ethnométhodologiquement. Hein. Pour un SDF, par exemple, une pièce d'1 euro, c'est plus important que pour quelqu'un qui a plus d'argent, vous comprenez? Donc ce que je veux dire par là, c'est que c'est très relatif. Il y a des gens qui ont l'impression d'avoir progressé extraordinairement, alors qu'ils ont fait quelques petits pas. Mais pour eux, c'est important. Il y avait une publicité récemment à ce sujet, pour des aveugles.
ce qu'un aveugle arrive à réaliser, c'est d'une banalité à pleurer pour un voyant, pour quelqu'un qui voit. Mais pour lui, c'est important. Eh bien, c'est la même chose. Souvent, les femmes font comme ça, comme ça. Elles sont toutes contentes d'avoir réalisé des choses, mais ces choses-là, à une autre échelle, c'est dérisoire. Et donc, quand elles parlent comme ça, ben, elles ne font que quand quelqu'un est content d'avoir lu correctement le poème de je sais pas qui, ou d'avoir interprété la sonate de je sais pas qui, ben, ça prouve qu'elle est toute petite, que son psychisme, que son échelle est toute petite. Voilà ce que ça signifie.